Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le 3 juillet 1793, à 10 heures du soir environ, 6 républicains entrent dans la prison du Temple, où sont enfermés la famille royale, la reine Marie-Antoinette, Madame Élisabeth, qui est la sœur de Louis XVI, défunt, Madame Royale, la fille de Marie-Antoinette, et son petit frère, Louis XVII. Un décret de l'Assemblée est lu à la reine Marie-Antoinette qui ordonne que son fils lui soit enlevé et interné seul de son côté, donc il est séparé. Pendant 1 heure, la reine va tenter de défendre son jeune enfant, âgé seulement de 8 ans. Alors les Jacobins, exaspérés par cette énergie de la reine, vont la menacer, si elle continue de réclamer, de faire des réclamations, de massacrer les 2 enfants devant ses yeux. Alors, la reine, bien sûr, arrête, elle étouffe ses sanglots et elle va céder. Elle réveille alors le petit roi qui dormait et elle lui adresse les paroles suivantes. « Mon fils, nous allons nous quitter. Rappelez-vous toujours vos devoirs envers Dieu qui nous éprouve et votre mère qui vous aime. » Je répète cette belle phrase. « Mon fils, nous allons nous quitter. Rappelez-vous toujours vos devoirs envers Dieu qui nous éprouve et votre mère qui vous aime. » On s'embrasse, on se quitte, et à peine éloigné de quelques dizaines de pas, le petit roi arrive à s'échapper pour de nouveau se blottir dans la jupe de sa mère. Marie-Antoinette alors le détache doucement et lui dit « Non, mon enfant, il faut obéir. Il le faut. » Puis elle l'embrasse une dernière fois et elle le laisse partir avec les assassins de son père. Elle n'a pas le choix. Louis XVII alors est emmené à l'étage au-dessous de l'appartement où était enfermée la famille royale, là où avait été détenu Louis XVI. Cette pièce est divisée en trois pièces. Les 3 premiers jours, Louis XVII ne bouge pas de sa chaise et il pleure. Il pleure si fort que la reine, au-dessus, à l'étage, peut l'entendre. Il a refusé toute nourriture, sauf un morceau de pain qu'il a grignoté. Et ses regards sont toujours fixés vers la porte, espérant voir sa mère entrer, ou sa sœur, ou sa tante. Mais rien de tel n'arriva. Alors il décide de se dévêtir pour la première fois après 3 jours, puis il se met au lit, passe une nuit. Le lendemain, il est éveillé et habillé avant son geôlier, qui s'appelle Simon. Et il lui demande avec autorité de lui montrer la loi qui a été votée par l'Assemblée, au nom de laquelle lui a été infligé ce nouveau traitement. Donc il demande la légalité de l'acte, c'est l'enfant de 8 ans. Et quel est l'acte ? Prouvez-moi l'acte, qui est la légalité de cet acte qui m'est imposé. Simon est surpris évidemment, et il lui répond par une bordée d'injures, en lui déclarant que, né d'une race de vipères, il n'avait rien à demander, mais seulement à obéir et à se soumettre aux Jacobins, qui étaient les auteurs de la liberté en France. Alors, malgré les apparences, Simon est déconcerté. Et il demande au comité de sûreté générale, qui dirigeait la France à l'époque, et ainsi qu'à Marat, son ami, qui est un fou furieux révolutionnaire, indescriptible, que Charlotte Corday a assassiné, Dieu merci, il demande à ce qu'on attendait de lui, en ajoutant qu'il avait supposé que son rôle était de changer l'enfant en un bon jacobin. Et la réponse du comité de sûreté générale fut la suivante: ne pas le tuer, ne pas l'empoisonner, mais s'en débarrasser. La République donc maçonnique allait de nouveau donner un second martyr au ciel dans la famille royale de France. Le roi avait 8 ans, mais il était, on l'a vu, précoce d'esprit et réfléchi. Avant ses vies de prison, il avait connu des personnes de haute qualité morale et intellectuelle. Il avait donc conscience d'être l'héritier du royaume chrétien de France. D'autant plus que régulièrement il était insulté à ce sujet. Simon va chercher à détruire d'abord sa personnalité extérieure. Il commence par son apparence, plus il avait des beaux cheveux blonds, bouclés, et donc il va lui raser la tête complètement et lui mettre le bonnet phrygien, rouge. Il le dépouille ensuite de son habit noir, qui était un habit de deuil, porté en deuil de son père qui avait été guillotiné, et il l'habille à la façon des Jacobins.
Mais cette violence, lorsque Simon lui demandera, malgré cette violence, lorsque Simon lui demandera un jour ce qu'il ferait si les Vendéens prenaient Paris et donc renversaient la Révolution et rétablissaient le roi sur le Rhône, lui-même, donc Louis XVII, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, Louis XVII répondit « Je vous pardonnerai ». Plus grave, Simon va s'attaquer à son âme, va chercher à s'attaquer à son âme. Cet homme grossier tente de lui faire partager un de ses vices qui est l'ivrognerie, la boisson. Alors pour le saouler, pour réussir à le saouler, il le met d'abord plusieurs jours à jeun, pendant plusieurs jours, puis ensuite il servait un repas épicé, et sur la table il n'y avait pas d'eau, mais uniquement du vin. Alors quand le jeune garçon était enfin ivre, eh bien Simon en profitait pour lui faire chanter à tue-tête des chants révolutionnaires, ou alors il le faisait crier des insultes contre la famille royale, vulgaires, etc., que la reine pouvait entendre à l'étage. C'est par ce procédé que Hébert, un autre fou furieux de la Révolution, et Simon vont réussir à faire écrire à l'enfant une accusation d'inceste envers sa mère. Mais la signature qu'il a apposée sur cette dénonciation évidemment fausse est aussi la preuve des violences qu'il subissait. Car son écriture, habituellement, est claire, bien formée, elle est élégante, tandis que son signature sur l'acte d'accusation, eh bien, les lettres sont amenuisées, elles sont tremblantes, elles sont non alignées, elles sont détachées. Bref, ce n'est pas cet enfant pleinement conscient qui a pu signer ainsi. Il devait être saoul. En tout cas, jamais, même saoul, même en état d'ivresse, Simon n'arrivera à lui faire crier « Vive la République !» Ça n'est jamais sorti de la bouche de Louis XVII. Ce qui mettait d'ailleurs Simon en colère et qui lui valait des injures, même des taloches, des coups de pied et une fois même un sabot qui lui a été lancé et qu'il a évité de justesse en écartant la tête. Un jour, Simon, de colère, l'aurait même tué s'il n'avait été empêché par un médecin qui était présent sur les lieux, par hasard, qui était venu soigner sa femme, qui était malade. Le lendemain, le docteur revient pour de nouveau apporter ses soins à la femme du geôlier, et là, Louis XVII en profite pour s'approcher du médecin, et il lui offre une pomme, et qui lui confie avoir conservé de son dessert de la veille, pour lui offrir en remerciement de son geste en faveur de sa vie. La nuit, parfois, Simon, le geôlier, se réveillait et il regardait ce qui se passait dans la pièce du royal prisonnier, et il le voyait à genoux, en prière. Alors il allait chercher une bassine remplie d'eau froide et discrètement et brusquement, il la déversait sur le jeune roi en prière. Pour l'humilier, pendant les repas, Simon et sa femme se faisaient servir par le petit roi de France. Le couple Simon aimait aussi à se faire laver les pieds par lui. Et Simon, à ce moment-là, s'amusait à le pousser violemment à la renverse avec ses pieds. Et puis, en janvier 1794, Simon préfère d'autres fonctions chez les révolutionnaires et il va renoncer à la charge du petit capet, comme il l'appelait, ou encore plus souvent, le crapaud, comme il l'appelait encore. Et il va donc le quitter en lui souhaitant de pourrir en prison. Et c'est ce qui va en effet se réaliser. Par ordre de Robespierre, on fit emmurer le prisonnier dans la plus petite pièce adjacente de sa chambre, là où il logeait. Et pendant 6 mois, du 21 janvier 1794 à juillet 1794, chute de Robespierre, Louis XVII va être comme enterré vivant dans son sépulcre. On ne peut pas s'imaginer ce que fut pour cet enfant de 8 à 9 ans cet internement solitaire dans cette pièce, sans lumière du jour à cause d'un haut vent sur la fenêtre, sans éclairage la nuit, si ce n'est quelques rayons qui viennent par une lanterne extérieure, sans chauffage pendant l'hiver, si ce n'est un tuyau du poêle de la pièce du commissaire qui traverse un mur, et dont la porte est en permanence cadenassée, verrouillée, munie d'un guichet, à travers lequel irrégulièrement on lui était passé quelques nourritures, et par lequel aussi
mais ce coup-ci à intervalles réguliers, on l'injuriait. Capet, lève-toi, race de vipère. Cette haine cruelle et barbare faisait sentir au jeune roi que les républicains cherchaient à le détruire, lui, mais aussi à détruire à travers lui la France capétienne, chrétienne, dont il était l'incarnation, l'héritier. Et donc, sans aucun moyen de défense, eh bien, le jeune Louis XVII va décider de cesser de balayer sa chambre. Il va cesser de se dévêtir, même de se laver, et d'user même de son lit. Il ne se levait que lorsqu'il était appelé au guichet pour y montrer son visage ou pour prendre quelque nourriture. Et il ne fit plus que passer tout son temps gisant sur une paillasse jetée à même le sol dans cette pièce. Le petit donc Louis XVII connaissait un martyre incessant du cœur, du corps, de l'esprit, dont Dieu seul fut le témoin. En juillet, je vous l'ai dit, 1794, donc quelques mois auparavant, Hébert et Simon sont passés à la guillotine, car la guillotine a cycliquement guillotiné les révolutionnaires, donc Simon et Hébert guillotinés. Juillet 14, c'est le tour de Robespierre de périr. Donc après la chute de Robespierre, c'est l'avènement du Directoire, des crapules, des régicides tout autant, mais ça se tourne. Et le Louis XVII va être désemmuré, provisoirement. Et là, on le trouve comme frappé mortellement. Donc on le sort de là un instant, on lui offre un bon repas, le seul bon repas qu'il a eu depuis quelques mois. Et le commissaire était là avec d'autres invités, et il va lever son verre à la République pour fêter la mort du tyran Robespierre, qui était bien sûr le bourreau du jeune roi. Et Louis XVII ne marche pas évidemment dans la combine, il ne lèvera pas son verre ne bougera pas de la table et ses lèvres ne s'ouvriront pas. On a beau le presser, rien n'y fit, et donc il fallut en hâte, eh bien on va le ramener dans sa chambre et le verrouiller à nouveau. Toujours après donc ce 9 Thermidor, cette chute de Robespierre, Barras, jadis vicomte mais malheureusement révolutionnaire et lui aussi une crapule régicide, eh bien qui est maintenant désormais l'homme fort du moment, va se rendre lui-même au temple, et le soir même il va quand même désigner pour garder l'enfant un serviteur digne de ce nom, enfin un geôlier plus compétent, autant qu'on peut l'être, qui s'appelait Laurent, qui était martiniquais. Il avait 24 ans. C'est un révolutionnaire, il avait adhéré à toutes les idées nouvelles, mais il avait un bon cœur et il ne sera pas un bourreau. Quand Barras et Laurent, le martiniquais, vont donc bien sûr ouvrir la porte de la petite pièce où se trouve Louis XVII, là, ça fait donc 8 mois qu'il est enfermé dans cette petite pièce, les commissaires qui l'accompagnent vont trouver un spectacle d'horreur. Ils trouvent d'abord une atmosphère empestée au point que certains doivent quitter la pièce pour ne pas s'évanouir. Et puis à leurs pieds, ils remarquent un sol jonché d'ordures, de restes de nourriture, d'excréments, évidemment, au milieu desquels il y avait des vers, des fourmis, des araignées, des souris, des puces et des poux, évidemment. Quant au petit roi, il était recroquevillé sur une paillasse, à même le plancher, dans un habit répugnant et tout déchiré. La chevelure était bien sûr pleine de vermine. Lorsqu'on s'efforça de le mettre debout, il hurla de douleur. Et une fois sur pied, il retomba aussitôt tête première sur le sol. Alors de le trouver dans cet état, bien sûr, on va l'assaillir de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, pourquoi. Et Louis XVII ne répondit que par une phrase faiblement prononcée, « Laissez-moi mourir ». Ce Laurent en fut si ému qu'il se jura de le sauver. Il ne l'appelait plus comme Simon Capet, qui était injurieux dans sa bouche, mais toujours Monsieur Charles, par respect, car il avait été baptisé Charles-Louis. Bien sûr, c'est le bain, c'est les soins, c'est un habit neuf, c'est du drap fin, on change tout. Bref, Laurent fait ce qu'il pouvait.
Mais ni le comité de sûreté générale, ni l'Assemblée nationale, ni le directoire, bref, les plus hautes autorités de l'époque, eh bien, n'auront le souci de faire examiner cet enfant par un médecin ou de changer son régime carcéral. Alors Laurent doit quitter la place, il est remplacé par 2 gardiens. L'un se nommait Gomin, c'est un menuisier, mais en secret aussi un agent royaliste qui avait réussi à obtenir ce poste pour justement approcher le dauphin. Et l'autre s'appelait Lannes, qui lui avait connu le roi dauphin lorsqu'il était plus jeune aux Tuileries. Donc ils ont de la sympathie pour cet enfant, pour leur roi. Tous deux, tout en respectant le règlement extérieur, parce qu'il ne faut pas donner un prétexte à se faire chasser, puisqu'ils sont là justement pour être près du roi, au cas où, pour faire ce qu'ils peuvent. Eh bien, ils vont en tout cas chercher à adoucir au maximum son régime, son internement, à lui et à sa sœur qui est, elle, séparée à l'étage. Car Marie-Antoinette a été guillotinée depuis bien longtemps, le 16 octobre 1793, et Madame Élisabeth, la tante du roi, elle, depuis le 10 mai 1794. Malgré les soins de Laurent, de Lannes, de Gomin, la mort va continuer de faire son œuvre dans le corps de ce roi, désormais corps propre, mais toujours malade. Il fallut de nouvelles démarches, de plus en plus nombreuses, pressantes, des 2 nouveaux gardiens, Lannes et Gomin, pour qu'enfin les autorités de la République acceptassent de lui envoyer enfin un médecin. C'est le docteur Dezeaux qui va l'examiner et qui déclare qu'il a été appelé trop tard, que le seul espoir de le sauver serait un transport immédiat à la campagne avec des soins de tous les instants. Mais ni les commissaires, ni l'Assemblée, ni le directoire ne tinrent compte de cette suggestion. Louis XVII est de nouveau verrouillé dans sa chambre. Le docteur Dezeaux va mourir et son successeur, le docteur Pelletan, va aussi sur place et voyant l'état si fâcheux de l'enfant, il prend sur lui d'enlever, motu proprio, le haut vent de la fenêtre pour laisser de la lumière, il enlève les verrous de la porte et il demande qu'on transporte son malade dans l'autre chambre qui est plus lumineuse et plus aérée. Mais tous ces ordres avaient été donnés à haute voix, normalement, comme je le fais. Et le petit roi, attire le médecin vers son visage et lui demande de baisser le ton, de parler moins fort, de crainte qu'à l'étage, sa mère, dont on lui avait caché la mort pour ne pas l'affliger encore plus, il ne voulait pas que sa mère entende la gravité de son état de santé. Donc il demandait au médecin de parler moins fort. Et là, la délicatesse. Il ne veut pas faire souffrir sa mère, qui est déjà morte depuis bien longtemps. Il ne le sait pas. Alors quand sa nouvelle chambre fut prête, il est porté dans les bras de Lannes, qui le sent tressaillir de douleur, et il le vit se mordre les lèvres pour ne pas crier. Une fois étendu sur son nouveau lit, la fenêtre est ouverte, Louis XVII ne cesse de remercier le docteur, Lannes et Gomin. Mais le lendemain, un commissaire du directoire vient s'enquérir de ce qui se passe et il s'indigne des améliorations qu'on a apportées sans l'autorisation des autorités. Et il déverse un flot d'insultes sur les présents. Et il donne comme ordre d'annuler la venue de l'infirmière qui avait été prévue par le médecin pour qu'elle l'accompagne les nuits, qu'elle assiste les nuits de Louis XVII. Le lendemain, Lannes fait la toilette du jeune garçon, il l'habille, puis il va l'asseoir à une petite table. Mais après 1 heure, les douleurs sont tellement insupportables qu'on doit recoucher l'enfant. Vers les 11 heures, le médecin est venu, il repart, et c'est Lannes qui reconduit le médecin, qui avait constaté l'état grave, mais stationnaire de l'enfant. Alors c'est Gomin, l'autre, qui est à côté du Louis XVII, assis au bord du lit. Et à bien regarder l'enfant, il voit que l'enfant lui a paru plus serein. Alors aussitôt, il lui demande si ses douleurs ont cessé. Et la réponse fut que non, mais qu'il avait entendu une musique merveilleuse, qu'il avait apaisée, et en laquelle il avait reconnu la voix de la reine. Donc il croit que l'enfant il pense que c'est la reine qui chante en haut.
On lui avait toujours caché l'exécution, la mort de sa mère. Il pense qu'elle est vivante. Alors Gomain, lui, comprend ce qui se passe et il se met à genoux, en prière. Pendant qu'il priait, l'enfant lui prend une de ses mains et la baise. Puis, il se repose. Alors, ils échangent, Gomain se retire et c'est l'âne qui remplace. Car il y avait toujours quelqu'un à côté de l'enfant roi. Et à son tour, il s'est agenouillé auprès du lit. Et soudain, l'enfant lui pose une question que l'âne ne pouvait pas comprendre puisqu'elle était la suite du dialogue qui avait été commencé avec Gomain. La question est la suivante. L'âne, crois-tu que ma sœur a pu entendre cette musique merveilleuse ? Ces mots sont prononcés et il tourne sa tête vers la lumière de la fenêtre ouverte, puis il va jeter à l'âne ce début de confidence. J'ai une chose à te dire, mais il ne finira pas puisque il tombe mort dans les bras de l'âne. Quand les officiels avertis arrivent, ils viennent constater le décès. Nous sommes le 8 juin 1795 et tous sont impressionnés et silencieux. Après la mise en bière, le cercueil est porté au cimetière Sainte-Marguerite et il est jeté dans la fosse, aussitôt comblé de façon à ce que jamais personne ne puisse retrouver l'emplacement où on a mis le corps de Louis XVII. La République maçonnique voulait donc avec acharnement assassiner les rois chrétiens et leur mémoire. Du roi Louis XVII, qui avait donc 10 ans à sa mort, eh bien il ne reste que le cœur comme relique, qui avait été prélevé par le docteur Pelletan lors de l'autopsie, conservé par lui, passé à ses héritiers, remis par ces derniers à la branche aînée de la maison de Bourbon, et elle a été longtemps vénérée en la chapelle par le comte de Chambord à Frodorf. Cette relique a échappé au saccage du château fait par les soviets, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette relique a été finalement donnée par les 2 princesses qui la possédaient, à la maison de Bourbon, qui en a hérité et qui en a fait don au mémorial de France pour la basilique de Saint-Denis. Quant à moi, je demanderai de grâce à ces martyrs de la Révolution et particulièrement à Louis XVII, la grâce d'avoir la même énergie pour combattre de toutes nos forces cette république satanique, maçonnique, qui est ennemie du non-chrétien, et plus encore, la grâce de savoir servir fidèlement le Christ, de savoir souffrir pour lui de manière aussi courageuse que nous l'a montré cet enfant de 10 ans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.